Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc je suis Nicolas Daillé, donc consultant en référencement naturel et entraîneur de course à pied. J'ai plusieurs casquettes et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Carès. Bonjour Vanessa. Bonjour, merci pour Alors, l'accueil. mais écoute, je t'en prie. Donc Vanessa, première question. Tu étais banquière pendant 7 ans et tu gérais du patrimoine pour des clients premium et pourtant tu étais toi-même à découvert. Alors, comment on vit cette contradiction au quotidien? Est-ce que tu peux te En fait, présenter en amont? déjà, je m'appelle Vanessa Carès et je suis une experte en finances personnelles, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes, principalement quelques hommes aussi, mais surtout beaucoup de femmes, à gérer un budget, épargner et investir. Et c'est vrai que la particularité de mon activité de coach, c'est que j'étais une ex-banquière. J'ai travaillé donc pendant longtemps dans de grands groupes financiers. C'est vrai que j'ai pas été très précise dans ma chronologie. Quand j'étais à découvert, c'est principalement avant mon activité de banquière. Quand j'étais banquière, j'avais encore quelques problématiques de gestion de budget, mais le découvert très 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 chronique que j'ai eu et qui a duré longtemps, c'était avant surtout. Et quand je suis devenue banquière, j'ai appris à mieux maîtriser, mais j'étais souvent sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que j'avais pas... En fait, quand tu travailles en tant que conseiller financier, tu maîtrises après le risque, la conformité, certains investissements, certaines problématiques de vente en fait, parce que c'est aussi une activité commerciale, mais on t'apprend pas vraiment à gérer un budget, que ce soit pour toi, pour tes clients, à analyser certains types d'investissements. Modulo le métier que tu réalises, tu as plus ou moins de compétences sur ces thématiques-là. Donc du coup, là, pour répondre à ta question très précisément, il n'y avait pas tant que ça de gros paradoxes parce que j'étais pas la banquière à découvert. Un, 2, 3, pardon, je reprends. J'étais pas la banquière à découvert de manière incroyable, mais j'étais pas non plus la reine du budget comme maintenant. Ok, très bien. Euh, Deuxième question, c'est quoi le déclic qui t'a fait passer de je cache le fait que je suis à découvert, donc un peu je cache ça potentiellement à mes clients, de je vais en parler publiquement. En fait, le fait que je communiquais pas forcément sur mes problématiques de gestion budgétaire, déjà parce que quand tu es conseiller financier, t'es pas là pour raconter ta vie, tu es là pour t'occuper des finances des clients. Même si moi, j'étais pas dans un découvert extrême, j'avais quand même des collègues pour qui c'était des situations très catastrophiques. Moi, je sais que j'arrivais à me contrôler quand même parce que quand t'es souvent conseiller, c'est tes collègues qui gèrent tes comptes. Tu vois. Donc moi j'avais un minimum de fierté, j'avais pas envie que du coup ils soient au courant de problématiques budgétaires graves, sachant que j'avais pas d'enfants, j'étais pas mariée, j'avais pas de grosses problématiques. Par contre, je savais que pour certains collègues qui avaient des situations dramatiques, ça se savait déjà dans l'environnement professionnel, on en parlait et même si toi du coup tu te rends compte que t'es pas un bon gestionnaire pour toi, c'est pas pour autant que, enfin c'est pas parce que t'es pas un bon gestionnaire que tu n'as pas conscience de pas être bon gestionnaire. Tu en as conscience. Et c'est pas parce que toi tu gères pas bien que tu dois laisser des clients qui ne gèrent pas bien continuer à mal gérer. Donc c'est vrai que ça peut sembler paradoxal, mais c'est un paradoxe qui existe. Et puis après, moi pour le coup, j'en parlais pas parce que je m'occupais de l'argent des autres et j'étais pas là pour parler de mon argent à moi. Néanmoins, je me posais quand même des questions quand je sentais que j'arrivais sur le fil du rasoir de pas vraiment ma légitimité, mais c'est de se dire que non, j'ai pas envie d'être dans des difficultés, j'ai pas envie que mon collègue bloque ma carte ou j'ai pas envie que mon responsable me convoque pour me demander si j'ai des problèmes
dans ma vie parce que au niveau des finances, ben, l'agence le sait. Tu vois, je pense qu'il y a ce truc-là qu'on ne dit pas souvent, c'est que les problématiques d'argent, déjà c'est gênant, on n'a pas spécialement envie d'en parler. Quand tu es banquier, ben, c'est quand même les gens avec qui tu travailles qui du coup sont au courant. Donc tu vas pas forcément en parler volontairement, même si ça peut savoir et on peut te convoquer pour ça. Et tu vas pas en parler à tes clients parce que c'est pas le propos. Et moi, ce qui a fait qu'en fait, j'ai accepté ou j'ai décidé d'en parler, c'est parce que déjà, j'ai quitté la banque, je suis devenue ingénieure en informatique, j'ai mieux gagné ma vie. Entre-temps, je suis devenue investisseuse et en fait, c'est lors de mon parcours d'investisseuse que les problèmes d'argent sont revenus. On n'en parle pas souvent, en fait, on n'en parle même jamais. On te dit souvent d'investir, mais on te dit pas que, en fait, plus tu vas monter dans tes investissements, plus tu vas avoir besoin d'un matelas de sécurité si jamais les investissements, quels qu'ils soient, se passent mal. Et moi, en fait, j'avais pas mal investi, mais j'avais pas pensé à me sécuriser au niveau proportionnel. Résultat, quand mes investissements se sont mal passés, parce que ça s'est mal passé au début, j'avais besoin de cash, j'en avais pas. Et là, je me suis dit que ce serait bien que je puisse communiquer sur la gestion budgétaire, la création d'un fonds d'urgence et la nécessité d'avoir un backup pour faire face aux situations difficiles. Ok, très clair. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche un petit peu, mais qui est quand même hyper important, qui est le rapport des femmes à l'argent. J'ai vu sur ton profil LinkedIn et sur tes différentes prises de parole que les femmes partent à la retraite avec 40% de pension en moins que les hommes. Est-ce que c'est un problème de salaire ou est-ce que c'est plus profond que ça? Après, au niveau des chiffres, ça dépend. C'est vrai qu'au niveau de la pension des retraites, les femmes en général ont des revenus de retraite très souvent inférieurs aux hommes. Souvent parce que elles s'arrêtent pour la grossesse, elles se mettent très souvent à temps partiel par rapport à leur mari. C'est aussi souvent les femmes qui sont aidantes dans les couples où il y a un entrepreneur qui crée la boîte et par exemple un restaurateur, sa femme va l'aider, elle va être souvent plus ou moins déclarée. Et donc, en fait, c'est toutes ces petites situations-là qui font que très, très souvent, quand arrive le moment de la retraite, les femmes se retrouvent avec une pension financière inférieure par rapport à leurs compagnons. Mais il n'y a pas que la retraite, il y a aussi dans les séparations. Moi, je sais que c'est vraiment ça qui m'a emmenée à communiquer sur le sujet. J'ai eu une séparation qui avait été compliquée à l'époque à vivre. Et en fait, je m'étais retrouvée avec une grosse perte financière. J'avais même eu du mal à trouver un logement suite à cette séparation. Et j'étais très, très frustrée parce que je m'étais dit, c'est pas vraiment que j'étais frustrée, mais en fait, j'étais dans une situation tellement délicate que j'étais un peu... J'arrêtais pas de me dire, j'aurais tellement voulu être au courant de ces informations. J'aurais fait des choix différents en fait. Je me serais sécurisée autrement. Par exemple, je me souviens, j'avais acheté un appartement quand je m'étais séparée et cet appartement, je l'avais mis en location longue durée. Euh, alors que je savais que dans mon couple, ça se passait pas forcément bien. Mais comme j'avais pas de maturité émotionnelle et j'avais pas forcément de recul et j'étais pas forcément bien entourée, à l'heure où je te parle, j'aurais pas dû pour moi mettre en place, j'aurais pas dû mettre en location mon appartement en longue durée alors que j'étais en couple et que ça se passait mal. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'était du Airbnb. Ça veut dire que du coup, si tu sens que là où tu es, c'est pas trop stable, tu mets ton appartement Airbnb et si jamais tu dois partir, bah, le Airbnb, c'est quand même plus facile à arrêter que mettre dehors des locataires qui sont là pour une durée longue. Après, en fonction du bail que tu choisis, c'est une durée plus ou moins longue et tu as un préavis qui est plus ou moins long. Mais tu vois, ce manque d'éducation financière, ce manque de connaissances m'a mis dans une position où j'ai dû trouver un logement alors que j'en avais déjà un. J'avais du mal à le louer. J'avais du mal à louer parce que j'étais en période d'essai. J'ai fini par aller vivre en colocation. J'ai fini par aller vivre en colocation pendant super longtemps. Alors qu'en fait, si j'avais eu
les bonnes pistes, les bonnes informations, je me serais sécurisée autrement. Et c'est ça, en fait, c'est toutes ces erreurs de parcours-là, toutes ces erreurs que j'ai fait moi, parce que j'avais une mauvaise éducation financière, parce que j'étais seule, parce que j'étais mal entourée, parce que j'étais jeune, qui m'ont en fait incité à ouvrir cette partie un peu vulnérable de ma vie et à en discuter parce que je sais que les erreurs d'investissement et les erreurs liées à l'éducation financière, ça coûte très 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 cher sur le long terme. Ouais. Euh, donc, tu as accompagné 170 femmes sur l'éducation financière. C'est quoi la croyance limitante que tu retrouves chez presque toutes, peu importe le niveau de revenu? En fait, il y a plusieurs croyances limitantes et il y a plusieurs croyances limitantes qui sont plus ou moins conscientes. Moi, j'ai deux profils. J'ai le profil des femmes qui, du coup, sont à découvert. Très souvent, elles viennent me voir parce qu'elles sont à découvert, elles ne savent pas épargner, elles ne savent pas gérer un budget et en fait, malgré un bon salaire, malgré une belle situation, elles gagnent souvent entre 3 000, 4 000 euros, des fois 5 000. J'ai même eu des clientes qui gagnaient 7 000 euros par mois, donc c'est vraiment des beaux salaires, mais la plupart du temps, elles n'arrivent pas à gérer parce que elles n'ont pas eu d'éducation financière à la base. Beaucoup de ces femmes se sont retrouvées dans des situations compliquées parce que dans leur tête, elles pensaient que les problématiques qu'elles avaient allaient être gérées par plus d'argent. Or, plus d'argent ne règle jamais les problèmes d'argent. Uniquement en tout cas. Plus d'argent, ça peut parfois t'inciter à dépenser plus ou à prendre des décisions ou des risques qui ne sont pas rationnels. Donc du coup, j'ai déjà ce type de profil-là avec qui en fait les croyances limitantes sur lesquelles on va travailler, ça va plutôt être des croyances du est-ce que je mérite d'avoir de l'argent? Est-ce que je mérite d'avoir de l'abondance? À partir du moment où on règle la partie de je mérite, l'estime de soi financière, on prend des meilleures décisions. En fait, l'argent qui rentre ne disparaît plus dans un trou invisible. Il est enfin conservé et après, il est même transformé en somme que l'on peut investir. Après, j'ai un autre profil aussi qui travaille avec moi, qui est un profil un peu différent. Elles, je les appelle les investisseuses. Les investisseuses n'ont pas des problèmes de découvert. Donc, du coup, c'est pas les mêmes croyances qui les drivent. Au contraire, c'est souvent des femmes qui épargnent. Moi, je les appelle un peu les écureuils. Elles, ce qu'elles n'osent pas faire souvent, c'est investir. Et la croyance qui les drive principalement, c'est que l'investissement, c'est risqué, elles sont pas assez bonnes, elles ne s'y connaissent pas. Il y a une problématique de bonne élève, en fait, pour elles, pour pouvoir se lancer dans l'investissement. Faut tout maîtriser, tout comprendre, être sûr de ne pas se tromper. Et si on se trompe, pour elles, ça va être la catastrophe. Elles auront l'impression qu'elles vont être ruinées, que tous les efforts qu'elles ont faits vont tomber à l'eau. Et donc, en fait, le travail qui est fait avec ces femmes-là, c'est vraiment déjà, de leur donner la connaissance qu'elles n'ont pas. Deux, de démystifier le monde de l'investissement, peu importe la classe d'actifs concernée. Et trois, de les accompagner dans un petit investissement au début et petit à petit, on investit encore et encore tout en prenant en compte le profil investisseur parce que ça, c'est quelque chose qui est rarement analysé. C'est-à-dire que on n'investit pas n'importe comment, en fait. Chaque individu a un profil investisseur, un niveau de risque qu'il peut plus ou moins tolérer. Et en fait, c'est vis-à-vis de ce profil-là que l'on va orienter les investissements. Donc, du coup, je leur dis pas exactement dans quoi investir, mais je leur partage toute la connaissance que j'ai et je les accompagne afin qu'elles puissent prendre confiance en elles et se lancer en toute autonomie dans l'investissement. Ok, très clair. Alors, effectivement, souvent, il y a un petit syndrome de l'imposteur qui intervient, notamment chez les hommes et chez les femmes aussi. Est-ce que tu penses que les femmes ont un rapport à l'argent qui est fondamentalement différent de celui des hommes, ou est-ce que c'est un mythe d'après toi? Non, c'est pas un mythe. Je suis pas tellement certaine que ce ne soit que une question de rapport à l'argent. En matière, en tout cas, de finance et d'éducation financière, quand on regarde quand même les chiffres en termes d'investissement, les femmes sont des meilleures investisseuses que les hommes.
De nombreuses néobanques ont fait des études sur le sujet, hein. J'ai en tête une étude de Trade Republic qui montrait que, en fait, hommes et femmes, quand on les met à situation égale et qu'on leur demande tous les deux d'investir, les femmes ont des meilleurs résultats que les hommes quand il s'agit d'investissement. Et je pense que c'est pas que le rapport à l'argent, je pense que c'est aussi le fait que les femmes sont souvent plus prudentes, donc du coup elles vont se former plus, elles vont faire attention, même si elles sont victimes de biais cognitifs comme tout le monde, elles vont essayer d'être quand même un peu plus mesurées et de suivre un peu plus les règles, là où les hommes peuvent tomber dans des biais liés à l'ego, pour vouloir rattraper ses pertes, vouloir faire des choix, prendre des décisions entre guillemets qui sont un peu plus risquées que les femmes. Après, pareil, donc du coup, tu vois, quand on regarde juste la partie investissement et résultats, les femmes ont des meilleurs résultats en termes de rendement sur les investissements que les hommes. Le problème, c'est qu'elles sont quand même moins nombreuses à se lancer. Donc, même si elles sont, non seulement elles sont moins nombreuses à se lancer, une fois qu'elles se lancent, elles le font par contre de manière très bien, de manière très prudente, très structurée, bien formée, en ne dépassant pas, entre guillemets, les règles ou en respectant les règles plutôt. Mais par contre, tu vois, dans des stratégies d'investissement comme le copy trading, c'est en fait, ça consiste à copier les trades d'un trader, du coup, d'un investisseur entre guillemets professionnel et chevronné, on retrouve quand même une surreprésentation des femmes. C'est-à-dire que les hommes, pour les mêmes explications, je pense, vont avoir tendance à vouloir faire leur trade eux-mêmes, prendre leurs décisions eux-mêmes, quitte à ce qu'elles soient mauvaises, quitte à ce qu'elles soient mauvaises. Les femmes, elles, dès qu'elles ont la possibilité de copier les trades de soi-disant quelqu'un qui est expert, elles vont le faire, tu vois. Donc en fait, oui, je pense qu'il y a un rapport à l'argent qui est différent, mais il y a aussi surtout une manière de fonctionner qui est un peu différente. Les femmes sont plus prudentes, plus scolaires. On parle souvent de la bonne élève, tu vois. Là où on va un peu moins parler là où on va un peu moins utiliser ce type de terme pour les hommes. Ok. Euh, c'est, on a tous répété que depuis qu'on est petit, met de l'argent de côté, il faut épargner pour les coups durs. C'est le conseil de base, que nos parents nous disent. Mais toi, tu dis que c'est une erreur de commencer par là. Tu parles d'abord de structurer. Alors, ça peut sembler assez technique, mais c'est quoi la différence concrète entre mettre de côté et structurer? En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu me dis, oui, Vanessa, on nous a toujours dit d'épargner quand on était tout petit. Non, toi, t'as de la chance d'entendre ça quand tu étais petit. Mon père était Moi, c'est banquier, c'est pour ça. ah, voilà, ça y est, la vérité commence à sortir. Donc Voilà. oui, mais tant mieux, tu vois, tant mieux. C'est plutôt une bonne chose d'avoir entendu ça. Ça veut dire que tu as démarré dans la vie avec une forme d'éducation financière, tu vois. Et c'est pas tout le monde. Moi, par exemple, les femmes avec qui je travaille, comme je te disais, en plus d'argent, ne règlent pas des problèmes d'argent. Elles ont de l'argent, mais comme elles ne savent pas le régler, la seule chose qu'on leur a dit, c'est travail dur plutôt, souvent. Tu vois, on leur a dit travail dur, gagne de l'argent, parce que souvent dans les foyers dans lesquels elles étaient, soit on travaillait dur mais on gagnait pas assez, soit on travaillait pas assez dur, tu vois. Et c'est pas du tout la même chose de grandir en entendant épargne, 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 que de grandir en attendant travail dur, travail dur, travail dur. Tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça que à chaque niveau, comme je parle à différentes cibles, et finalement quand on me découvre, bah, je dis une phrase, mais des fois ça peut arriver dans l'oreille de la personne qui m'écoute au parcours, comment dire, comment reformuler ça pour être bien comprise? C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui va écouter ce que je dis, en fonction de là où il est dans son parcours, ne va pas forcément entendre ce que je dis de la même manière. Par exemple, pour moi, quand j'échange avec toi, je sais que du coup, tu es un fils de banquier, que tu as entendu pas mal de discours sur l'épargne. Donc, du coup, la partie épargne, tu écoutes, mais tu as plus été interpellé par les propos sur la structuration, ce qui est complètement normal en fait, parce que la partie épargne, c'est complètement acquis. Là où, finalement, quelqu'un qui n'a même pas d'épargne, il va écouter quand même l'épargne et après, il va se dire qu'est-ce que ça veut dire la structuration? Le mot structuration ou l'expression structurer ses finances, c'est même pas quelque chose qu'il va écouter. Tu vois. Et en fait, c'est te dire que épargner, c'est un prérequis.
de base, avoir une épargne de précaution, avoir un fonds d'urgence. Mais quand on veut monter, pour moi, sur l'échelle de l'enrichissement, il y a un moment, tu vas pas progresser si tu ne fais qu'épargner, tout simplement parce que l'argent qui est sur l'épargne va perdre de la valeur à cause de l'inflation. Et puis, si tu veux pouvoir t'enrichir, la structuration devient pertinente parce que au départ, tu vas juste avoir ton salaire et avoir un petit peu d'épargne. Après, tu vas potentiellement avoir ton salaire, de l'épargne et des investissements. Après, potentiellement, tu vas avoir ton salaire, ton épargne, tes investissements, mais créer un petit business à côté, donc avoir une entreprise. Et en fait, tout cet argent-là que tu es en train de générer, ça doit être structuré parce que certes, au jour le jour, tu commences à bien gérer un budget, partir en vacances, te faire plaisir, financer tes projets, mais il faut aussi penser à l'avenir, quand tu ne seras plus actif, ou alors même à tes descendants, à tes héritiers. Et c'est là où en fait la structuration peut devenir intéressante. Est-ce que on va structurer plutôt via une société? Est-ce qu'on va ouvrir une SCI, une SARL pour pouvoir commencer directement à intégrer les enfants dans la création de ce patrimoine-là et faciliter la succession parce que du coup, si les enfants sont déjà dans la SCI, c'est plus facile de léguer des parts plutôt que de commencer à réfléchir à léguer une maison qu'on l'on a achetée en nom propre. C'est là, en fait, qu'on commence à se poser des questions sur la structuration. Tu vois, c'est de se dire qu'il y en a beaucoup, ils veulent brûler des étapes ou des fois, ils sont pas au courant qu'il y a des étapes. Il faut d'abord épargner parce qu'il faut quand même avoir un fonds d'urgence. Ne serait-ce que pour pouvoir être en mesure de faire face si on fait un investissement. Si tu fais un investissement immobilier et qu'il y a des imprévus, le locataire ne paye pas, quoi qu'est-ce, c'est ton épargne de précaution qui va te sauver. Ou même s'il y a des travaux et que tu peux plus emprunter. Si tu fais un investissement boursier, tu te retrouves dans une décennie perdue, comme on s'est retrouvé il y a quelques années sur de nombreux actifs boursiers, et que tu as besoin de cash ou quoi qu'est-ce, tu ne vas pas forcément sortir ton argent des marchés parce que tu sortirais potentiellement à perte. C'est soit l'argent que tu as sur ton épargne de précaution ou le cash que tu peux avoir par ailleurs qui va t'aider en fait à financer entre guillemets les besoins court terme. Tu vois, donc c'est de se dire que c'est pour moi quand je parle de structuration, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas juste une chapelle. C'est en fonction des différentes étapes de ta vie, en fonction de tes projets, que du coup, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies pour pouvoir optimiser ton patrimoine. Ok. Autre chose, tu montres qu'on peut commencer à investir avec 50 euros par mois. Pour quelqu'un qui n'a jamais investi, par où est-ce qu'on commence? Comment on fait concrètement? Pour quelqu'un qui n'a jamais investi, déjà, on commence par se former. Parce que moi, si j'ai commencé à travailler sur l'éducation financière, aussi bien sur la partie budget qu'investissement, c'est parce que j'ai perdu tellement d'argent. Et je crois que j'ai perdu de l'argent sur toutes les classes d'actifs, que ce soit en bourse, en crypto, en immobilier. Il y a que peut-être des investissements sur les matières premières via l'or où j'ai pas perdu d'argent parce que je m'étais formée pour le coup. Donc pour moi, ça commence par ça, se former, soit via un accompagnement, soit aller voir des personnes en tout cas qui ont déjà investi, qui ont des résultats ou dont c'est le métier. Ça, c'est la première chose. Après, c'est te dire que 50 euros, c'est important parce que les gens pensent des fois qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Or, le capital vient en faisant les choses, en fait. C'est-à-dire que c'est en faisant les choses, en gérant le budget, en structurant, en commençant par investir 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, qu'on commence à mieux organiser ses finances pour pouvoir investir plus. Et il n'y a pas spécialement de bonne réponse dans le sens où quand on dit par quoi commencer, ça va beaucoup dépendre, comme toujours, de ton profil investisseur et surtout de ta stratégie d'investissement. C'est-à-dire que pour moi, dans la stratégie d'investissement, j'intègre les projets de la personne, les objectifs. Est-ce que ta priorité, c'est plutôt acheter ta résidence principale ou est-ce que tu as plutôt envie d'investir pour ta retraite? Tout ça, ça fait partie des investissements qui rentrent dans la stratégie d'investissement. Ensuite, on va regarder aussi ton horizon de temps, en fait. Si tu as 20 ans, ça veut dire que tu es assez jeune et que du coup, tu as un horizon d'investissement qui est assez élevé. Sous réserve que dans 3 ans, l'argent que tu as envie de vouloir investir, tu n'as pas envie de l'utiliser pour acheter ta résidence principale. Dans ce cas-là, ça change sur ta stratégie d'investissement. C'est pas les mêmes, tu partiras même pas forcément sur un investissement si tu as un horizon temporel qui est court. Donc moi, du coup, je prends beaucoup en compte les objectifs, comment tu vas élaborer ta stratégie d'investissement, l'horizon temporel, le montant aussi. Là, c'est 50 euros, c'est un petit montant, mais c'est un montant quand même qui est suffisamment
suffisamment important pour pouvoir choisir des ETF, choisir des actions, si c'est la bourse qui t'intéresse. Tu peux même investir dans des actions fractionnées, parce que 50 euros, c'est à la fois suffisant pour démarrer, mais parfois pas assez pour investir dans un titre comme, par exemple, je sais pas, Hermès, Nvidia ou autre action qui est un peu à la mode, même si je suis pas en train de dire qu'il faut forcément investir dans une action qui est à la mode, mais voilà, il y a des titres qui sont quand même très élevés et dont la valeur rien que du titre est supérieure au montant que tu peux investir. Si vraiment tu as bien mis en place une stratégie d'investissement, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais et que du coup tu n'as juste pas le budget pour investir dans la totalité du titre, ce que tu peux faire, c'est au moins investir dans une fraction du titre, un bout de l'ETF. Comme ça, tu as à la fois l'investissement, mais tu as aussi respecté ton budget et surtout, tu n'as pas été freiné par ce budget que l'on peut parfois considérer comme petit, alors que l'on peut parfois considérer à tort comme petit. Ok, très bien. Bah, du coup, on vient de voir qu'on peut démarrer avec un petit montant, 50 euros. Mais aujourd'hui, faut le dire, on est inondé d'infos entre les réels sur les cryptos, les vidéos YouTube, etc. Les pubs pour l'immobilier fractionné et les conseils sur la bourse, on en voit beaucoup passer au fil de la journée. Et on a envie de tout tester pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Et toi qui touches à tous ces leviers, est-ce qu'il y a un conseil, une erreur, enfin une erreur plutôt classique que font les débutantes en voulant diversifier trop vite que tu vois et que tu conseillerais du coup pour ça? L'erreur classique que je vois souvent chez les débutantes, même chez les femmes, c'est l'appât du gain. Le fait de se faire influencer de manière massive. C'est vraiment la cupidité. Ça peut être paradoxal et étonnant comme ça, mais c'est de se dire que j'accueille beaucoup de femmes déjà qui souvent au départ ne géraient pas un budget. Donc quand on travaille ensemble, du jour au lendemain, elles ont de l'argent. Chose qu'elles n'avaient jamais eu en fait. Donc c'est de se dire que tout d'un coup, comme il y a des barrières qui se libèrent, ça crée une forme de joie qui fait qu'on a tendance à être moins prudente. C'est-à-dire que si j'avais pas accompagné autant de femmes, tu m'aurais posé la même question, la réponse elle aurait été complètement différente. Mais à force de travailler avec mes clients, je me rends compte que c'est comme si ça fait des années que tu rêves d'avoir quelque chose, le jour où tu l'as, tout d'un coup, la prudence, les mécanismes de prudence que tu avais avant ont tendance à s'estomper. Et je me suis aussi rendu compte que, paradoxalement, tu as raison, et mon métier rend les choses difficiles. Parce que j'ai beaucoup de mes clientes qui sont proches de l'arnaque presque à cause de moi. Parce qu'elles m'ont vu sur les réseaux sociaux, parce qu'elles ont vu que j'étais sérieuse et parce que ça se passe bien avec moi, elles ont plus naturellement tendance à faire confiance que d'autres personnes lambda. Après, bon, moi, je pense que j'ai des biais parce que du coup, je ne parle qu'avec elles, mais c'est un peu ce que j'avais remarqué, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à me dire, oui, Vanessa, je bois tes paroles, oui, Vanessa, grâce à toi, j'ai super confiance maintenant, je peux me lancer. Et à chaque fois qu'elles me disent ça, si je gratte un peu, il y a une bêtise qui arrive où on est à deux doigts de faire une bêtise. C'est-à-dire qu'elles ont tellement confiance en moi et elles savent que du coup, il y a des professionnels qui travaillent bien et qui donnent des vrais résultats, résultat, quand elles tombent sur une pub de quelqu'un qui dit à peu près des choses comme moi, par exemple, elle m'a envoyé aujourd'hui, juste avant d'échanger avec toi, elle m'a envoyé une vidéo d'une intelligence artificielle qui disait je suis une ex-banquière, prends rendez-vous avec moi, je vais t'aider à gérer tes crédits. Et quand même, elle m'a envoyé si elle m'a envoyé la vidéo, certes, elle m'a dit oui, Vanessa, c'est bizarre quand même, mais n'empêche qu'elle se posait la question. Tu vois, et c'est te dire que c'était assez facile qu'elle se pose la question parce que c'était quand même une IA. Je lui ai dit, écoute, si tu as un créateur de contenu ou un coach qui te dit qu'il est ex-banquier, va au moins voir où est-ce qu'il a travaillé, combien de temps. Ça, c'est quelque chose que tu peux vérifier. Mais c'est vrai que il y a de plus en plus de personnes qui échangent sur les réseaux sociaux sur les thématiques financières. C'est hyper difficile d'identifier le vrai du faux, d'identifier les bons professionnels des mauvais. Et même si moi, mes clients travaillent avec moi, je leur dis toujours méfiez-vous. C'est-à-dire, je leur dis toujours méfiez-vous même de moi. Je les force quand, par exemple, j'ai envie qu'elles choisissent, parce qu'il y a dans mon parcours d'accompagnement, il y a
la possibilité de t'apprendre à investir sur des enveloppes, l'assurance vie, le compte titre, le PEA, bah, je leur dis pas investis dans cette assurance vie-là, choisis cette assurance vie-là parce que je l'ai dit. Non, je leur donne des exercices et je vérifie qu'elles aient bien fait l'exercice de telle sorte que le choix de l'enveloppe de l'assurance vie vient d'elle. Elle est capable de m'expliquer pourquoi elle a choisi l'assurance vie A plutôt que l'assurance vie B. Et en fait, elle sait ce qu'elle va mettre dans cette assurance vie-là. Et en fait, de procéder comme ça les force à tout le temps réfléchir, challenger même ce que je dis pour pouvoir émerger en fait leur réflexion autonome et pas créer ou former des femmes qui sont en fait des moutons et qui sont pas capables de faire leur choix par elles-mêmes. Ok. Très bien. Aujourd'hui, on est bombardé de publicités. Ce soit des livrets qui promettent du 7%, des robots advisors qui gèrent tout pour toi, en tout cas c'est ce qu'ils vendent, ou même de l'IA qui prédit les marchés financiers. Alors c'est sexy sur le papier, mais on sait que dans la finance, quand c'est trop beau, il y a parfois un loup. Toi, avec ton expérience, comment tu fais le tri entre tout ça? Et c'est quoi ta méthode pour distinguer un bon outil d'un pur piège marketing? C'est vrai que là, c'est vraiment la partie, je pense, expertise et expérience, parce que c'est vraiment quelque chose qui est revenu beaucoup, surtout ces derniers temps. Les livrets boostés, elles m'ont envoyé une pub d'un livret à 7%. Ça, c'est pareil, c'est d'expérience en fait. Je sais d'expérience que un livret ne peut pas te rémunérer plus de 5% pendant un an. C'est pas un livret. Tout simplement parce que très souvent, la rémunération que tu vas recevoir d'un produit va souvent avoir un lien avec le risque qui est pris. Donc, quand on commence à dépasser 5%, 6%, 7%, 8%, on commence quand même à aller sur des niveaux de rémunération des investissements qui sont très intéressants. C'est pas logique qu'un tel niveau de rémunération soit associé à un produit avec zéro risque. Ça veut dire que tu gagnes beaucoup d'argent en n'ayant pris aucun risque. Pour moi, c'est juste du bon sens. C'est pas logique. Même quand on regarde l'entrepreneuriat, si tu veux gagner beaucoup d'argent, souvent tu prends des risques, tu travailles beaucoup. Il se passe quelque chose. T'as pas juste de l'argent comme ça en ne faisant rien, en ne prenant aucun risque. L'argent magique. Pour moi, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment comme ça que quand j'ai pu voir l'expression livret sécurisé avec des montants importants, de base, je me suis méfiée parce que quand on comprend comment fonctionnent les investissements, très souvent, pas toujours, mais quand même la plupart du temps, le retour sur investissement est quand même corrélé au niveau de risque qui est pris. Donc du coup, si tu veux prendre beaucoup de risques, là, tu peux te dire qu'ok, je prends beaucoup de risques, mais c'est parce que je veux aussi des retours sur investissement ou des rendements plus importants. Si tu décides de prendre zéro risque ou très peu de risque, ça veut dire que quelque part, tu es aussi OK pour avoir des retours sur investissement qui sont un peu moins importants. Donc, si là, de base, quand je regarde le produit, il y a une forme d'incohérence, je vais aller creuser. Et ce que je vais regarder du coup le site internet, je vais regarder la société, je vais regarder depuis combien de temps cette société existe, quels sont les sous-jacents, quels sont les produits dans ce livret-là, qu'est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'il fonctionne. Et souvent, quand je commence à mener ce type d'analyse, c'est pas très, très solide derrière et je me rends compte que du coup, c'est souvent des arnaques. Donc, je fais des vidéos de prévention dans lesquelles je leur montre vraiment, je clique sur les boutons. Enfin, je veux dire, j'ai en tête une analyse que j'avais fait, je cliquais sur le bouton, il ramenait rien. Alors que c'est marqué en savoir plus. Tu cliques pour en savoir plus et il se passe rien. Ça, rien que ça, c'est un red flag. Mais il n'y a pas que ça. J'avais aussi une cliente, justement, elle m'a dit, oui, Vanessa, ça s'est super bien passé. Du coup, j'ai pris confiance en moi. Elle était à deux doigts d'aller faire un virement de 20 000 euros à un créateur de contenu exactement comme moi qu'elle avait vu sur les réseaux sociaux et qui lui avait fait une vague promesse pour des investissements au Luxembourg. Et du coup, quand je suis allée regarder le site internet, la société, il avait quand même fait faillite. Et même, je lui ai demandé le contrat. Le contrat était pas très carré, il y avait plein d'informations pas claires, donc et même j'essayais de regarder la personne, j'ai été regarder la personne derrière la société, j'ai essayé de regarder est-ce que c'est un créateur de contenu sur LinkedIn, en fait il s'avère que non. Bref, il y avait beaucoup, c'est des petits trucs, mais c'est des petits trucs qui montrent qu'il y a des red flags, et s'il y a des red flags déjà sur la personne,
ça veut dire que il faut faire attention à l'argent que tu vas lui envoyer. Après, je fais partie des créatrices de contenu. Je veux nuancer un peu ce que je dis parce que je fais partie des créatrices de contenu qui militent beaucoup pour la deuxième chance. On est dans une société où, voilà, t'as pas le droit à l'erreur, tu dois toujours bien parler, tu dois dire tout ce qu'il faut parfaitement. Si tu te trompes, t'es blacklisté ou t'es grillé ou des trucs comme ça. Moi, je pense qu'au contraire, c'est souvent quand on fait des erreurs que l'on est authentique et que l'on apprend. Par contre, est-ce que du coup, cette personne qui te vend quelque chose communique sur les erreurs qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a fait faillite et elle en parle? Est-ce qu'elle explique pourquoi elle a fait faillite? Qu'est-ce qu'elle a fait qui font que maintenant elle a de l'expérience et l'expérience ou ce qu'elle va te vendre, c'est plus intéressant pour toi? Ok. Maintenant, on va voir le volet mindset et psychologie. On a parlé de chiffres, d'ETF et de structuration, mais tu reviens souvent à un point qui est plus psychologique, la dopamine et la gratification immédiate. Du coup, au fond, est-ce que bien gérer son argent, c'est avant tout gagner une bataille contre soi-même et contre son propre cerveau, si on peut dire? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes qui viennent chez moi après avoir travaillé auprès de la concurrence, ça existe, et elles me disent, oui, Vanessa, pourquoi ça marche avec toi alors que ça n'a pas marché avec d'autres personnes? Et souvent, je leur dis, bah, c'est parce que moi, j'appuie sur l'aspect psychologique. Même quand je fais des événements pour pouvoir rencontrer mes prospects, très souvent, elles me disent, mais Vanessa, tu racontes ta vie quand même. Tu racontes beaucoup ta vie. Est-ce que toute la vie que tu racontes, là, on aura des résultats après? Et en fait, ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que c'est jamais agréable de se livrer. Tout le monde a envie d'avoir une part de mystère, mais en fait, quand je communique sur ce qui est mon humanité, mes erreurs, mon mindset, en fait, c'est pour qu'elles puissent, elles, comprendre comment elles réfléchissent. Est-ce que les erreurs que j'ai faites, c'est des erreurs qu'elles auraient pu faire si elles avaient été dans les mêmes circonstances que moi? Et est-ce que là, la vie dans laquelle elles sont et la vie qu'elles vivent, c'est une vie dans laquelle, en fait, elles arrivent à contrôler la dopamine, elles arrivent, en fait, à faire preuve de gratification différée ou elles ont tendance à, à tomber facilement dans des plaisirs immédiats. Donc, ça prend du temps, souvent, de faire le lien entre la gestion du plaisir immédiat et la mise en place de stratégies pour pouvoir décaler le plaisir immédiat et instaurer plutôt un plaisir différé. Ça prend un peu de temps, mais une fois qu'elles ont compris, là, elles ont l'argent. L'argent, elles le font enfin grandir au lieu de le voir disparaître. Et là, elles peuvent construire des projets auxquels elles n'imaginaient même pas, en fait, quelque temps avant. Ok. On parle d'optimisation et de stratégie financière, mais on ne peut pas ignorer la réalité du terrain. En tout cas, toi, tu accompagnes des mamans solo et pour elles, la charge mentale est déjà au max. Entre le boulot, les enfants et la logistique, enfin, j'imagine que pour elles, c'est parfois difficile de survivre à la semaine déjà. Comment est-ce qu'on trouve l'énergie et même le droit de penser à ses finances quand on a l'impression d'avoir déjà la tête sous l'eau? En fait, c'est vrai que on trouve toujours le temps quand c'est important. Si on ne trouve pas le temps, c'est qu'on ne le priorise pas. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont parfois du mal à entendre ou à comprendre. C'est de se dire que il y a beaucoup de personnes qui trouvent du temps pour Netflix. Parce qu'ils se disent que oui, Netflix, ça va m'aérer le cerveau. Et à contrario, quand tu les vois parler de finances, ils commencent à se gratter, à avoir un body language qui est négatif. Et en fait, tout simplement parce qu'il y a une relation ou des problématiques liées à l'argent qui ne sont pas réglées. Donc, c'est de se dire que déjà, quel est l'ordre de priorité? Quelle est la place de l'argent dans ta vie? Est-ce que l'argent, c'est vu comme un ami au service de ta vie ou comme un ennemi dans tes projets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, beaucoup avec elle. À partir du moment où l'argent prend la bonne place et est vu comme quelque chose de prioritaire, maman solo, c'est très difficile.
elles ont les charges mentales, elles sont seules et doivent faire la même chose que deux personnes. Mais c'est tellement important que elles trouvent du temps. Et moi, je travaille, c'est vrai, beaucoup avec les mamans solo, plus qu'avec d'autres clientèles ou avec d'autres personnes, tout simplement parce que j'ai été élevée par une maman solo et je vois ce que je suis devenue et je sais que souvent, elles sont nombreuses à porter déjà l'avenir parce qu'elles sont mamans et elles portent un fardeau qui est plus difficile parce qu'elles le portent seules. Donc, du coup, pour moi, c'était naturel d'apporter de l'aide plus précisément à cette clientèle-là. D'autant plus qu'elles ne font pas que pour elles. Rarement, elles travaillent que pour elles. Elles travaillent aussi pour leurs enfants. Donc, du coup, moi, c'est hyper gratifiant pour moi de travailler avec elles parce que j'ai l'impression d'aider en une fois deux personnes. La maman et l'enfant ou la maman et les enfants. Hmm. Alors, effectivement, on peut être hyper aligné en étant solo, mais dès qu'on est deux, parfois ça peut se corser, ça peut être assez sensible, les finances. Alors, l'argent dans le couple, c'est souvent le premier sujet de dispute, ou pire, le grand non-dit. Selon toi, comment on aborde cette conversation sans que ça tourne au pugilat ou au règlement de compte? C'est super dur. Je pense que vraiment inconsciemment, c'est peut-être pour ça que je travaillais avec les mamans solo. Ça, c'est pas quelque chose que j'avais conscientisé. L'argent dans le couple, à quel point c'était dur. Moi, déjà, j'avais pas eu des super retours, hein. Moi-même, je sais que c'était pas quelque chose que j'avais bien réussi. Parler d'argent dans mon couple quand moi j'étais en couple. Mais avec le recul, maintenant que j'accompagne différentes clientèles, je travaille avec des mamans solo, je travaille avec des mères de famille, donc qui sont mariées, je travaille même avec des pères de famille. À chaque fois qu'il y a un challenge, c'est quand c'est le couple. Tout simplement parce que, comme tu l'as dit déjà, c'est pas toujours la même relation à l'argent quand on voit les deux partenaires. Mais ce qui est le plus difficile pour moi, c'est pas tant que ça d'avoir une relation à l'argent qui est différente. Ce qui est le plus difficile, c'est quand en fait ils ne vont pas au même endroit ou quand ils priorisent pas les mêmes choses. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai dans mes accompagnements des couples où, voilà, le garçon, il a envie de gérer son budget, il a envie d'épargner, il a envie d'investir, et sa compagne, elle claque tout. Donc, du coup, quand il vient me voir et qu'il me demande mon avis, je me souviens la première fois, je lui avais dit, mais pourquoi tu l'épouses pas? Vous avez des maisons ensemble, vous avez plein de choses, donc autant euh, légaliser les choses et la protéger, entre guillemets, parce qu'elle voulait faire un crédit consommation. Et en fait, quand il m'a parlé, j'ai compris qu'il avait peur, en fait. Elle est tellement cigale, sa compagne, et lui, il est tellement fourmi que, en fait, il m'a dit non, mais j'ai pas envie que ma capacité d'emprunt, parce que moi, j'ai envie d'acheter un troisième bien immobilier, soit trop amputée et trop impactée parce que elle fait que faire des crédits. Et je pense que c'est ça qui est difficile, c'est que lui, il va vers un troisième bien immobilier, il a d'autres projets, il veut structurer, agrandir le patrimoine, créer quelque chose d'important. Là où elle veut avoir une belle maison, elle veut avoir une belle voiture, elle veut avoir des sacs Chanel et peut-être des belles boucles d'oreilles. Et en fait, là, du coup, ça demande beaucoup de discussions, ça demande pas mal de compromis des deux côtés et d'accepter que du coup peut-être que Madame Chanel n'ira pas aussi loin qu'elle a envie d'aller dans son lifestyle et que Monsieur Patrimoine n'ira pas aussi loin qu'il a envie dans la création de son patrimoine parce que chacun doit prendre en compte le plaisir, les désirs et les objectifs de chacun. Donc du coup c'est beaucoup plus difficile quand les deux ne vont pas directement dans la même direction. C'est même plus difficile que... Et en plus, ça en dit long aussi sur leur rapport à l'argent qui sont différents. Mais même s'ils ont des rapports à l'argent différents, s'ils sont tous les deux conscients que oui, ils veulent avoir un patrimoine, parce que c'est ce que j'ai eu typiquement en clientèle, monsieur très fourmi, madame très cigale, mais eux, ils voulaient créer un patrimoine. Résultat, madame est venue en coaching, parce que c'est elle qui avait besoin de passer de cigale à fourmi. Monsieur l'était déjà. Le coaching était très difficile pour elle parce que c'est pas naturel, mais tout ce qu'elle apprenait en coaching était validé par monsieur à la maison. On lui disait oui, il faut organiser tes dépenses. Elle venait non, j'ai pas envie. Il lui disait oui, mais t'as quand même décidé de prendre un coaching. Ce serait bien d'essayer. C'était beaucoup plus facile, tu vois, pour moi parce que du coup, et à la fin du coaching, en effet, ça s'est super bien passé. Et je crois qu'ils ont acheté une troisième ou une quatrième maison parce que là, enfin, ils ont une relation à l'argent qui est proche et ils voient vers la même direction.
Ok, top. Ta phrase signature, c'est la liberté financière est une compétence et pas un privilège. C'est très fort comme promesse, mais est-ce que c'est vraiment accessible à tous, à tout le monde? Parce que on va pas se mentir entre, ben, imaginons quelqu'un qui hérite d'un appartement et un autre qui part avec des dettes assez lourdes, les conditions de départ sont pas les mêmes. Est-ce que la simple volonté suffit ou est-ce qu'il y a des réalités mathématiques qu'on ne peut pas ignorer? Non, la simple volonté, elle suffit pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un accompagnement dans lequel il y a une communauté qui est forte et qui est présente. En tout cas, j'essaye et que dans lequel moi-même j'essaie d'être présente. Ou quand je suis pas là directement, j'ai des collaboratrices qui sont formées pour être au plus près des clientes. Parce que la volonté seule suffit pas. Encore plus si on a un background de pas banquier, si on n'a pas ta chance. Parce que en fait, déjà, non seulement la volonté suffit pas, si tu as tout autour de toi des dépensiers, parce que il faut bien comprendre aussi que la relation à l'argent, c'est pas juste toi et moi qui avons une relation avec l'argent. C'est une relation qui a été construite par l'entourage, l'écosystème. Par exemple, moi, je suis d'origine camerounaise. Chez nous, c'est commun. Si tu as de l'argent, tu as une belle maison, tu as une grosse voiture, tu portes des sacs Chanel, Louis Vuitton, voilà, ça se voit, tu vois. Le principe que tu as de l'argent et puis tu portes un jean, ça concerne Mark Zuckerberg, mais Mark Zuckerberg, il est à la télé, on peut concevoir vaguement de loin, mais c'est pas quelque chose qui parle. Résultat, en fait, si toi, tu as envie d'être... Or, c'est bien connu que si tu as l'air riche, très souvent, tu n'as que les riches. Parce que du coup, tout l'argent que tu dépenses, quand je dis c'est bien connu, en fait, non, c'est pas bien connu. C'est quand tu lis des livres sur l'éducation financière, la psychologie de l'argent, tu commences à comprendre que, en fait, avoir de l'argent, c'est avoir de l'argent. C'est pas avoir l'air d'avoir de l'argent. Une grosse voiture, ça coûte cher. Du coup, tout l'argent que tu mets dans la voiture, c'est de l'argent que tu n'as pas ou de l'argent que tu ne fais pas fructifier. Et donc, en fait, non, on part pas égaux à cause de ça, parce qu'on peut se retrouver dans un écosystème qui t'appauvrit plutôt que t'enrichit. Et moi, je vois même mes clientes qui prennent le coaching en fonction de celles qui ont un compagnon qui se moque d'elles, parce qu'il y en a. Oh, tu crois que tu vas atteindre quoi comme résultat? Tu te prends pour qui? Bah, du coup, c'est pour ces femmes-là, c'est plus dur. Et parfois, même le coaching, c'est un échec parce que elles se retrouvent à avoir honte. VS, parfois les mamans solo, c'est quand même plus facile parce que du coup, il y a que elle à convaincre. Il y a qu'avec elle qu'on travaille. Donc, du coup, quand elle rentre, bah, elle travaille, elle applique, et du coup, elle a des résultats. Là où, donc, du coup, quand tu n'as pas un bon entourage, tu vois tes chances de réussite très souvent baisser, alors que quand tu es tout seul ou quand tu as un entourage qui t'encourage ou qui te motive, tu vois tes chances de réussite augmenter. Donc, du coup, non, non. Mais je pense que le handicap ne se voit pas toujours là où il peut paraître. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oui, mes parents ont tout payé pour moi, donc du coup, forcément, j'aurai des bons résultats. Pas forcément. De nombreuses études scientifiques, et d'ailleurs, hein, il y a une phrase qui dit que tout disparaît à la troisième génération. Euh, le grand-père s'enrichit, le fils a du mal à maintenir l'héritage, et le petit-fils va tout perdre. C'est vraiment quelque chose que l'on voit. Donc, du coup, rêver d'avoir des parents qui payent tout, qui sont riches pour nous, s'ils ne nous ont pas transmis les compétences de comment ils ont fait pour avoir ça et les compétences pour que nous on maintienne, en fait, toi, tu vas hériter d'un patrimoine, mais que tu ne sauras pas entretenir. Alors que si toi, tu as grandi avec des parents qui, du coup, faisaient attention avec la valeur de l'argent, même s'ils n'étaient pas riches, toi, du coup, tu peux avoir tendance à faire attention, vouloir construire un patrimoine. Donc, les avantages ne sont pas toujours ce qu'il paraît et les inconvénients ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Ok, très clair. Tu nous as partagé donc des outils, des chiffres et une vision très claire du rapport à l'argent. Mais si on se projette dans 10 ans, c'est quoi le changement concret que tu veux avoir contribué à créer pour les femmes en France? Quelle trace tu veux laisser? La trace que je veux laisser, c'est la trace que je crois que je laisse déjà auprès de mes clientes. C'est déjà que de se dire que l'argent n'est pas sale. Pour moi,
qui vit en France et qui est grandi ici, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qu'il y avait des problématiques liées à l'argent qui étaient graves en fait. C'est-à-dire qu'il suffit de le voir, le pays a des problématiques budgétaires et malgré tous ces déficits et toutes ces difficultés, le pays n'arrive pas à économiser de l'argent. On continue d'emprunter encore et encore et encore. Et en fait, pour moi, c'est lié au fait que c'est les femmes, c'est même pas les femmes, c'est que je trouve qu'on n'est pas assez autonome. On se repose beaucoup trop sur l'État, on ne prend pas assez en charge notre autonomie financière. On pense, par exemple, la santé, on part du principe que c'est gratuit et que ça sera toujours gratuit, alors qu'on est complètement conscient qu'il y a un déficit de la sécurité sociale que personne n'imagine combler. On sait, en tout cas, je ne sais pas comment ils ont prévu le combler. Et tu as toujours des gens qui n'ont pas anticiper les dépenses de santé. Donc en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de laisser aux femmes. Déjà, c'est la prise de conscience que l'État ne sera pas toujours là pour te sauver. Commence à faire des choses pour toi. D'avoir aussi un maximum de femmes qui savent préparer leur retraite, qui savent investir, qui savent gérer un budget et qui ont compris que en fait, la sérénité financière, ça passe aussi et surtout par le portefeuille. Ça, c'est la première chose. J'ai aussi très envie de voir des générations de femmes qui transmettent une éducation financière à leurs enfants. Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué. J'ai été à découvert longtemps, j'ai eu honte longtemps et de voir que je contribue à des jeunes femmes ou à des jeunes hommes qui ne tombent pas dans ces travers-là, je pense que c'est quelque chose qui sera hyper gratifiant pour moi. Et la dernière chose, c'est que moi, j'ai grandi en n'ayant pas vraiment de modèle de femmes, encore moins de femmes noires comme moi qui avaient des business pérennes, florissants, qui avaient beaucoup d'argent et j'aimerais contribuer à agrandir cette vision-là. Faire partie, je dirais pas forcément la diversité parce que c'est pas forcément quelque chose qui me plaît comme expression, mais j'ai envie que voilà une petite fille qui se dit ah oui j'aimerais avoir de l'argent puisse me voir et se dise ah oui elle a fait donc moi aussi, tu vois. Ok. On a beaucoup parlé de ta méthode et de ta vision, mais on sait que personne ne part de rien, on part de zéro. Pour toi, personnellement, c'est quoi le déclic? Est-ce qu'il y a un livre, une rencontre ou une ressource qui a radicalement transformé ton rapport à l'argent et que tu recommanderais à ceux et celles qui nous écoutent? Il y a eu plusieurs déclics, mais moi je pense que c'est surtout la pauvreté en fait. Moi j'ai grandi dans la pauvreté, on était vraiment, j'avais l'impression que j'aurais rien, que je n'avais rien et que je n'aurais jamais rien de ma vie. Et en fait, toute ma vingtaine, je me suis battue pour être en sécurité, avoir un toit sur la tête, avoir de quoi manger, pouvoir partir en vacances. Et je pense que pour moi le déclic c'était un peu diffus, mais c'était plus ça la motivation. Après j'ai essayé. Comme du coup j'avais pas eu ça, j'avais pas eu l'argent, j'avais pas eu la sérénité financière, je me suis lancée via l'immobilier parce que je pensais que l'immobilier était la première source d'enrichissement la plus simple. Et en fait, j'ai fait des investissements tellement catastrophiques que j'ai l'impression que j'allais mourir. J'allais mourir de pauvreté, j'allais mourir dans les crédits, les dettes, tous ces trucs-là. Et en fait, je me suis dit que il suffit pas juste de le vouloir. Tu vois, il faut aussi savoir, il faut aussi avoir les bonnes informations. Et c'est vraiment ça le déclic qui a fait que j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Je connaissais pas le métier de coach. Je m'imaginais pas un jour être coach en finance personnelle. Je savais même pas ce que ça voulait dire l'expression finance personnelle. Je savais juste que j'avais eu des déboires, que je m'en étais sortie, que j'avais trouvé des solutions et que j'allais communiquer pour que si jamais une jeune femme a les mêmes envies, les mêmes projets que moi, euh, sache que en fait ait des informations pour ne pas faire ou répéter les mêmes erreurs que moi. Et ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est que j'ai beaucoup attiré ce type de femmes. J'ai dans mes coachés, j'ai en tête une cliente qui s'appelle Célia. Elle est vraiment venue travailler avec moi alors qu'elle s'était formée. Elle avait fait une formation sur l'immobilier, mais elle est vraiment venue travailler avec moi parce elle s'en sortait pas du tout. Elle avait fait un investissement immobilier, ça marchait pas, et elle était vraiment très 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 malheureuse. Et en fait, au bout de 1 an, elle a eu ses premiers 10 000 euros. Après, maintenant, elle a 20 000 euros. Finalement, l'investissement qui était difficile à vivre, il est plus ou moins rentable. Et on a travaillé sur plein d'autres aspects. Elle a réussi à avoir une augmentation de 25% dans son lieu de travail. Donc, du coup, cet argent, elle va pouvoir
l'investir en bourse, elle investit déjà en crypto. Tu vois, c'est créer ce type de cercle vertueux chez de nombreuses femmes qui m'animent. Ok. On finit avec une note un peu plus personnelle. Si tu pouvais voyager dans le temps et murmurer un seul conseil à l'oreille, pardon, de la femme que tu étais il y a 10 ans, ce serait quoi? Waouh! Si je pouvais retourner dans le passé, donc là j'ai 37 ans, bientôt 38, donc à l'époque j'avais 27 ans. Ah ben c'est pile poil, je crois, l'âge auquel je me suis séparée. Ben, je lui aurais dit de pas mettre son appartement en LMNP en fait, ou en location nue, je sais plus ce que j'avais choisi. J'aurais dit de mettre son appartement en Airbnb parce que ça sentait le roussi là où elle était. Comme ça, elle allait aller chez elle se reposer tranquillement. Une fois que l'histoire dans laquelle elle était se serait terminée, elle serait rentrée chez elle tranquillement plutôt que de passer par un périple, des déboires, des cauchemars, des investissements plus ou moins foireux, des problèmes d'argent et des réorientations dans tous les sens. Après, la problématique est, si je lui avais donné ce conseil, est-ce que je serais devenue la coach que je suis maintenant? C'est pas sûr. Mais on saura jamais. Ok. Ben, un immense merci à toi, Vanessa, pour cet échange. Merci de m'avoir permis de poser ces sujets sur la table sans tabou et avec autant de bienveillance. En tout cas, je pense que c'est avec ces chiffres et ces peurs qu'on peut commencer à les maîtriser. Et j'espère que ce moment passé ensemble aura été le déclic pour nos auditeurs que je remercie pour leur écoute. Ben, merci à toi pour l'invitation, merci à toi pour ces questions et pour cet échange. Et j'espère que ça donnera des pistes aux femmes et aussi aux hommes, parce que je pense que les hommes ont tout à gagner aussi à écouter des femmes parler d'argent, en fait. Top. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt!